Michel Onfray, vous êtes philosophe. La philosophie prend en vue la totalité de l'humain et se nourrit de tous les savoirs disponibles. Et par conséquent aussi de tous les objets de connaissance, de toutes les pratiques, de toutes les formes, au fond, de l'activité humaine, à commencer par le sport. Alors, quel est ce regard que vous portez sur cette activité particulière que la philosophie n'a pas à négliger ou à mettre de côté ? Oui, votre question est déjà nietzschéenne, je dirais, puisqu'effectivement, il n'y a pas des objets qui seraient philosophiques a priori, mais qu'il n'y aurait que des traitements philosophiques de tous les objets possibles, et pourquoi pas le sport ? Et effectivement, je le disais souvent à mes élèves quand j'étais prof en terminale, je leur disais, il n'y a pas des questions philosophiques à proprement parler, mais toute question est susceptible d'être abordée philosophiquement, dont le sport, puisque c'était effectivement leur passion, une partie de leur passion souvent. Je dis aussi, dans une perspective nietzschéenne, qu'il n'y a de pensée qu'autobiographique, et que c'est le corps qui pense, et que par définition, ma pensée du sport a à voir avec mon corps, et surtout avec mon corps au moment où il y a eu cette éducation physique, comme on disait, ou du plein air. Donc il faudrait faire l'histoire d'un corps en même temps pour pouvoir répondre à cette question-là, pas remonter très en amont, parce qu'on n'a pas le temps de faire une espèce d'autobiographie du corps, ou une autobiographie au corps, comme diraient les peintres. Je crois simplement que moi j'ai eu un mauvais rendez-vous avec les cours d'éducation physique dans un orphelinat où j'avais été placé à l'âge de 10 ans, et où des prêtres salésiens, dont certains étaient pédophiles, assuraient le quotidien d'une caserne. Et les salésiens se réclamaient de François de Sales, et plus précisément de Don Bosco, qui était un prêtre italien, qui considérait que l'essentiel c'était le travail manuel, parce qu'au moins quand on avait un travail entre les mains on pouvait s'en sortir, et on n'était pas chez les jésuites, c'est-à-dire que le travail intellectuel c'était pas vraiment très intéressant. Il fallait former des gens qui étaient tourneurs-fraiseurs, des gens qui étaient menuisiers ou je ne sais quoi. Et il y avait dans cet endroit un culte du sport, non pas tant le beau corps que le corps performant qui souffrait. Donc, dans cet endroit où je sortais toutes les 3 semaines au départ et puis 15 jours ensuite, on avait une douche par semaine et du sport tous les jours. Donc on avait du sport et une activité qu'on appelait le plein air, qui était plutôt une occasion de faire du foot, de se retrouver sur des terrains ensemble, à se salir, à se crotter, à générer de la sueur, de la transpiration, de la bave, du sang de temps en temps. Donc je n'ai pas aimé le sport, et j'étais doué en sport. Donc j'avais de bonnes performances, jusqu'en terminale. Quand j'étais cadet, je courais le 100 mètres en 11,4. Je me souviens qu'en terminale, je sautais 1,62 m. Enfin, je ne sais pas si c'est très haut, mais enfin, je sais qu'il y avait des illuminations et qu'on restait à 1 ou 2 à faire ce genre de choses-là, et je n'aimais pas ça. Et je n'aime toujours pas ça, le sport. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression, alors évidemment, je le dis très précisément, je ne suis pas dans la prétention objective en disant je fais une phénoménologie du sport qui permettrait de dire voilà, ça marche pour toujours, et le sport avec un S majuscule, soyons platoniciens, il y a une théorie du sport, une idée du sport. Non, je crois effectivement qu'il n'y a que des pensées nominalistes. J'ai une pensée nominaliste sur le sport, comme tout le monde, mais moi je revendique ma subjectivité en disant voilà, j'ai eu un mauvais souvenir. Et je ne vois pas de bonne raison de revenir à du sport, comme on le dit au sens large du terme, c'est-à-dire soit dans mon fauteuil pour le regarder à la télévision, soit en pratiquant, quel que soit le sport, même si ça m'est arrivé. Une époque où je faisais du tennis, où je ne buvais pas, je ne fumais pas, je n'étais pas stressé, où j'ai fait un infarctus. Donc effectivement, quand on dit le sport c'est bon pour la santé, etc., j'ai tendance à croire que ça fait partie d'une religion, et que cette religion n'est pas forcément une religion révélée. Ou du moins qu'elle l'est révélée par des gens qui ont intérêt à ce qu'on puisse le penser. Je crois qu'il n'y a pas de sport sans politique du sport. C'est à associer ces deux termes avec l'étymologie de polis, c'est-à-dire la cité. C'est-à-dire c'est le corps dans la cité qu'on éduque, qu'on instruit. Et il n'est pas étonnant, je dirais, que dans une civilisation judéo-chrétienne, on puisse penser le sport dans la logique masochiste de la souffrance qui est une jouissance. Je pense que le christianisme, il faudrait beaucoup de temps aussi pour expliquer comment le christianisme s'est constitué, mais enfin, il s'est surtout constitué à partir de saint Paul, beaucoup plus qu'à partir de Jésus,
Et saint Paul était assez probablement un impuissant des problèmes sexuels qui s'est mis à névroser le monde pour pouvoir vivre avec sa névrose et qui a considéré que le corps était le grand ennemi, que les femmes étaient une catastrophe, que le désir, la pulsion, la libido, la sexualité, la sensualité, tout ça c'était effrayant, que la chasteté c'était la vérité, et que d'une certaine manière, la jouissance elle était dans la souffrance. On s'est mis à nous proposer l'imitation du corps du Christ ou l'imitation du corps de Jésus. Alors l'imitation du corps de Jésus, c'est pas compliqué, c'est l'imitation d'un corps qui ne boit pas, qui ne mange pas, qui ne fume pas évidemment, mais qui est dans le symbole. On ingère du symbole. Si Jésus boit, c'est du sang. Si c'est du vin. Si c'est du vin, c'est parce que ça annonce le sang, la passion, etc. S'il mange, c'est du pain azime, etc. Enfin bon, on connaît l'histoire. Mais sinon, il ne mange pas de dattes, de figues, comme il aurait pu en manger s'il avait été vraiment l'homme qu'on dit qu'il fut. Après, on nous dit, voilà, il faut imiter le corps du Christ, et le corps du Christ, c'est l'homme crucifié, supplicié, avec les plaies, avec le sang, et puis avec la mort au bout. On a toute la logique de l'imitation du martyr, en nous disant l'imitation de la vie de Jésus souffrant, de Jésus mourant, ça c'est la vérité, ça c'est la jouissance. On a toute la logique des extases mystiques, dans la douleur. Il suffit de lire Jacques de Voragine, par exemple, et la légende dorée pour voir comment les gens jouissent d'être décapités, éviscérés, maltraités, torturés, ébouillantés, etc. Et on demande aux femmes d'imiter le corps d'une vierge et mère de famille. Donc on dit, voilà, vous allez tâcher d'être vierge et mère de famille en même temps. Et on s'étonne qu'il y ait des névroses. Donc de fait, je dirais, le sport est l'une des modalités du masochisme, c'est-à-dire comme on a été éduqué dans l'identification de la jouissance à la souffrance, eh bien, on est capable de dire, mais je souffre, je bave, je transpire, je m'effondre, j'ai des palpitations cardiaques, mais en même temps, c'est ma jouissance. Je m'épanouis, je suis dans le plein plaisir de moi-même parce que l'exercice physique aura rendu ça possible. À l'évidence, moi qui suis sur des positions radicalement hédonistes, j'ai du mal à souscrire à ce discours-là. Lorsque vous soulignez le caractère inconciliable du sport et de l'hédonisme, c'est peut-être pas le sport en général, c'est peut-être une certaine idée du sport ou une certaine version culturelle et sociale du sport. Lorsque vous vous référez par exemple au christianisme, c'est vrai qu'il y a la figure du père du désert qui dit « je tue ce qui me tue » à l'égard du corps. Mais le corps ne se réduit pas simplement à cette figuration du corps. Dans le sport, le corps peut être aussi un corps triomphant. La douleur n'est pas recherchée nécessairement pour la douleur. Il peut y avoir ici une ambivalence, comme toute jouissance. Oui, enfin, je ne suis pas sûr que les gens aliénés sachent quelle est leur aliénation, comment elle fonctionne. Et quelqu'un qui est aliéné ne dit pas qu'il a besoin de sa dose de substances aliénantes. Or, on sait très bien qu'avec les endomorphines, qu'il y a effectivement une espèce de jouissance dans la douleur, parce que le corps va produire une espèce de contrepoison à ce poison, et que ce contrepoison donne l'impression d'une espèce de vraie jouissance. Ça me rappelle cette histoire du fou qui se tape sur la tête un vac à marteau et qui dit « mais ça fait tellement de bien quand on arrête ». Et pourquoi pas ne jamais commencer le bien pourrait être supérieur encore. Donc effectivement, on peut souffrir en disant qu'au-delà de la souffrance, on aura trouvé une jouissance, parce que mécaniquement ça se produit comme ça, mais aussi parce qu'il y a le discours qui l'accompagne, du genre il faut savoir de quoi on est capable, il faut aller au-delà de ses limites, il faut se dépasser. Mais pourquoi faire, se dépasser, je dirais? Mais pourquoi se dépasser? Pourquoi faire? Courir toujours plus vite, battre ses propres records, être capable de sauter plus haut, de sauter plus loin, de faire le nécessaire pour que ce soit le cas, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour ne jamais être content de soi, ou pour l'être de temps en temps, c'est-à-dire 9 fois sur 10 on n'est pas content de soi, puis 1 fois sur 10 on l'est parce qu'on s'est dépassé. Mais une fois qu'on s'est dépassé, le projet nouveau, c'est quoi? Se dépasser à nouveau. Donc il faut recommencer à entretenir la machine, et je trouve qu'effectivement c'est une espèce de travail de Sisyphe. C'est un tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire on remplit, et puis ça se vide en permanence. Et puis on découvre un jour qu'on ne peut pas forcément remplir le tonneau, parce que le tonneau vieillit, parce que le tonneau fait eau de partout, parce qu'on a son âge, et puis parce que les performances qu'on faisait, on les fait de moins en moins facilement, puis après on ne les fait plus du tout, puis après on sait qu'on ne les fera plus jamais. Donc il y a une espèce de frustration à l'idée de savoir que ça devrait se passer comme ça. Enfin, on sait que ça devrait se passer comme ça. Maintenant, vous avez raison, soyons nominalistes, le sport, c'est normalement censé couvrir aussi bien la performance
de quelqu'un qui fait du sport professionnel, haut de gamme, ou qui gagne je ne sais quoi, une médaille olympique ou un Tour de France. Et puis il y a le sport du guichetier du Crédit Agricole qui prend son survêtement et qui s'en va faire 3 fois le tour d'un parc tout juste à côté du périphérique où les voitures balancent leur gaz d'échappement. Ça, c'est du sport aussi. Pourquoi, par exemple, la boxe, c'est du sport, le tennis, c'est du sport, et la danse, ça n'est pas du sport. Pourquoi est-ce qu'il y a des activités physiques qui ne sont pas présentées comme des activités sportives? Est-ce que la danse d'agrément, c'est du sport? Est-ce que le yoga, c'est du sport? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, on aura dit ça c'est du sport, ça n'est pas du sport, ça c'est du sport d'agrément, ça c'est du sport de compétition. De fait, quand on dit le sport, on utilise une définition pratique pour penser la totalité de ces activités-là qui sont pas forcément contradictoires, pas forcément antinomiques, mais assez hétérogènes en effet. S'il y a eu auparavant, peut-être dans le monde antique, le sport ou l'activité physique comme accomplissement et non pas comme dépassement de soi, cette opposition, cette distinction entre l'accomplissement de soi, de son excellence, et d'un autre côté le dépassement de soi, c'est quelque chose aussi qui est présent de manière ambivalente dans le sport aujourd'hui. Même dans la compétition la plus extrême, il y a en même temps quelque chose qui peut relever de cet accomplissement de soi. Oui, mais je pense que c'est l'éthologie qui nous permet de comprendre le sport. Et qu'il y a de l'accomplissement de soi parce que, effectivement, on est tous dans des logiques de mal dominant, mal dominé, possession de territoire, marquage de territoire. On sait très bien que ça se passe comme ça. Enfin, quand on nous dit l'important c'est de participer, l'important c'est le beau geste, l'important c'est l'apprentissage d'un certain nombre de valeurs éthiques ou ce genre de choses, c'est la poudre aux yeux. On sait bien que l'important c'est de massacrer l'adversaire, l'important c'est de gagner, l'important c'est d'avoir la première place, l'important c'est d'avoir réussi à écraser l'équipe adverse et que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc on pourrait dire, pour parodier Clausewitz qui disait que la politique c'est la guerre continuée par d'autres moyens, dire que le sport c'est la guerre continuée par d'autres moyens. Et c'est une guerre civilisée, parce que quand normalement on dit allez, eh bien on y va, quand on dit arrêter, on arrête, quand il y a un arbitre qui fait savoir que ça s'arrête, enfin. Mais on pourrait imaginer que le combat des Horaces et des Curiaces finalement représente assez bien le passage de la guerre au sport. Comment on peut faire l'économie de la destruction de la totalité d'une armée en disant, eh bien, lui va être la totalité de cette tribu ou de cette nation, de cette armée, tel autre va faire exactement la même chose, les deux vont se battre, et quand les deux se seront battus, c'est quoi, la France qui aura battu l'Angleterre ou les États-Unis qui auront battu l'Union soviétique, jadis. C'est de l'éthologie. C'est vraiment de l'éthologie, c'est-à-dire on continue à faire la guerre de manière symbolique ou métaphorique ou allégorique. On sait très bien que dans la Grèce antique, chez les Spartiates par exemple, le sport c'est simplement là pour fabriquer un bon guerrier. Quelqu'un qui est capable d'être vaillant, qui est capable d'aller au combat, qui est capable de massacrer l'ennemi, de le détruire, et puis de mener sa cité à la victoire. Donc on en est resté à peu près là. Alors évidemment, on peut imaginer que quand on est sur un terrain individuel, du personnage qui ferait son footing, ou que personnage qui ferait des sorties en vélo avec ses copains le dimanche, en disant tous les dimanches matins, on part à 6 ou 7 copains, et puis voilà, c'est quand même pas exactement la même chose. Moi je pense que si. On est toujours dans une logique d'éthologie, et on a beau dire, on sait bien que dans le groupe de copains, il y a un bon, il y a un moins bon, il y a un gros derrière, et puis il y a un joli mollet, et puis il y a celui qui peut partir en flèche, et puis voilà, et puis il y a celui qui tire la langue et qui attend, il y a les copains qui, etc. Alors évidemment, on peut toujours avoir le discours du genre, mais on apprend la solidarité, on apprend la fraternité, on apprend la communauté. Bien sûr, on peut le penser comme ça. Là, on est plutôt dans la logique du sport-loisir. Mais le sport-loisir n'est jamais bien loin de la compétition. Moi, j'ai des copains qui font des sorties en vélo comme ça, et donc ils savent bien que d'autres font des sorties en faisant tant de kilomètres, en tant de temps, et que eux, ils sont quand même un peu très en dessous. Donc il y a toujours cette façon de battre quelqu'un, de battre une autre équipe, de battre ceux qui font déjà ça. Et puis quand on ne bat personne, on se bat soi, c'est-à-dire qu'on se dit, mais moi je sais faire ça, j'aimerais bien faire mieux.
J'aimerais bien courir plus vite, plus longtemps, sortir en vélo et puis savoir que dans 1 heure, j'aurai gagné tant de kilomètres ou je ne sais quoi. Et vous avez même des instruments de mesure qui vous permettent d'archiver vos performances, de comparer vos performances présentes aux performances anciennes pour viser des performances futures qui vous permettront une espèce de construction de vous-même où vous êtes à la fois l'ami et l'ennemi, où vous êtes à la fois le guerrier de vous-même. Et je pense que si on élargit le savoir éthologique, on aura vraiment une grille de lecture pour comprendre l'activité sportive, j'allais dire artistique, mais ça marche aussi pour les... Ce que vous dites, c'est que quand vous parlez par exemple dans l'Antiquité, la joute, la rivalité corporelle ou sportive est une manière, au fond, d'arracher cette rivalité au règlement purement guerrier. Donc il y a certainement une continuité guerrière dans le sport, mais il y a aussi, à travers la symbolisation, une façon peut-être de civiliser les rapports entre les corps. Je prends civiliser presque au sens freudien du terme, à savoir civiliser l'agressivité, civiliser peut-être la pulsion de mort, etc., etc. Donc par conséquent, qu'il y ait dans le sport encore des retours du guerrier, des retours de l'agressivité crue, sans doute, hein, et peut-être que l'évolution du sport contemporain et le sport de compétition est à cet égard révélateur, mais il n'empêche tout de même qu'il y a, du point de vue de la civilisation, quelque chose qui est de l'ordre entre guillemets, d'un progrès. C'est quand même mieux d'organiser un tournoi, c'est tout de même mieux de provoquer une rencontre sportive avec des règles que d'avoir des rapports de force crus, purement crus, si j'ose dire. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça marche vraiment. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a de la violence dans les stades, on sait bien qu'il y a de la violence avec le sport, on sait bien qu'il y a des échauffourées, on sait bien que les rapports entre les sportifs eux-mêmes ne sont pas forcément toujours dans la courtoisie, dans l'élégance ou dans la politesse, qu'il y a des détestations d'un certain nombre de personnes. Moi, je défends la philosophie en disant, effectivement, il y a un cerveau reptilien, il y a un cortex, un néocortex, et il vaut mieux que le néocortex, effectivement, mène le bal plutôt que le cerveau reptilien. On ne fait pas l'économie du cerveau reptilien. On peut dresser le cerveau reptilien. Mais le dressage du cerveau reptilien en disant mais il vaut mieux l'agressivité sur un ring où on va se taper dessus quand même, plutôt que l'agressivité sans ring où on continuera à se taper dessus, sans les gants, sans les règles, etc. Je veux bien, mais c'est le degré 1, pas le degré 0, mais je dirais c'est le degré 1 de l'indépendance à l'endroit du néocortex, du cerveau reptilien, je veux dire. Je pense qu'on peut mieux faire, mais c'est souvent, me semble-t-il, une espèce de prétexte que de dire qu'il vaut mieux tuer des taureaux dans les arènes, par exemple, plutôt que d'utiliser sa pulsion de mort ailleurs et autrement. Non, je pense que, mais là on va être dans l'utopie totale, mais moi je suis plutôt sur des terrains un peu freudo-marxistes, je pense qu'on peut éduquer autrement, qu'on peut construire les civilisations autrement qu'en étant dans la castration, en étant dans la destruction de la libido, ou dans une espèce de canalisation de la libido dans des activités qui pourraient être les activités sportives, par exemple, ou des activités d'épuisement de soi. Je pense qu'on pourrait moins célébrer la pulsion de mort et un peu plus la pulsion de vie. Moins célébrer le sadisme ou le masochisme ou le sadomasochisme que l'hédonisme. Je pense qu'il y aurait d'autres formules à trouver sans qu'on ait besoin forcément de dire « continuez à faire ce que vous faites » avec un semblant de règles, et puis finalement nous aurons maté le cerveau reptilien et le néocortex aura fait la loi. Oui, c'est un progrès, à l'évidence, j'aurais mauvaise grâce à dire que ça n'en est pas un, mais je préférerais d'autres progrès encore. Pour revenir à la critique que vous adressez au sport, c'est à la fois un sport de compétition, un sport de performance pour la performance, hein, le sport qui intègre un dolorisme. C'est aussi le sport de masse, d'une certaine façon. Cette massification du sport, c'est aussi l'uniformisation du corps, c'est aussi le corps qui répond à des impératifs productivistes. Mais on pourrait opposer à cela, pas simplement un discours critique du sport, mais peut-être une manière de faire le sport qui serait conforme à des exigences hédonistes. Pourquoi pas un sportif cynique ? Au sens fort du terme, au sens Diogène, au sens philosophique. Au sens Diogène, au sens cunisme, comme disent ceux qui veulent éviter la confusion. Absolument, oui, non, parce que s'il s'agit d'inviter au cynisme trivial, je dirais, on est dedans, hein, oui. On est complètement dedans.
avec le mensonge généralisé, avec l'idée qu'il n'y aurait que les cyclistes à se doper, sûrement pas les footballeurs, qu'on ne parle pas du dopage d'un pilote de Formule 1. D'ailleurs, est-ce que conduire une Formule 1, c'est un sport ? Est-ce qu'un sport mécanique, c'est un sport ? Ou est-ce que la performance est mécanique ? Jusqu'où est-elle dépendante de la performance physique ? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un certain nombre de pharmacopées qui sont destinées aux tireurs, aux personnages qui, comme par hasard, va faire le tour du monde en bateau et ne va jamais dormir en prétendant qu'il fonctionne à l'eau claire ou ce genre de choses. Donc effectivement, on est dans des logiques qui supposent que le corps soit performant, mais qu'en même temps il soit dopé, et qu'on aille chercher en dehors du corps ce que le corps ne serait pas capable de faire lui-même. Maintenant, l'idée qu'on pourrait aller solliciter le corps lui-même pour faire de sa performance une performance hédoniste, tout suppose une définition a priori du plaisir. Le plaisir, il n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des gens dont la jouissance consiste à faire souffrir ou à souffrir. C'est pourquoi il faut se dire qu'on ne naît pas avec un tropisme hédoniste a priori, même si on nous dit que les enfants ont tendance a priori à fuir la douleur et à chercher le plaisir, certes, mais au fur et à mesure d'une éducation, on va bien voir que le plaisir ne va pas être le même pour l'un, pour l'autre et pour un troisième. Il y a des gens à qui on fera un plaisir immense en offrant une place pour la finale de la prochaine Coupe du Monde de football. Moi, ce serait une punition si on m'offrait ce genre d'entrée. Donc, j'ai pas le même plaisir. À l'inverse, si on m'offrait une place pour Bayreuth la saison prochaine, ce serait un vrai plaisir. Et ce serait peut-être la punition pour celui qui, lui, aura acheté la place pour la Coupe du Monde de football. Donc, les plaisirs sont hétérogènes parce que nous avons été construits différemment et chacun trouve son plaisir là où il peut. Parce qu'il aura eu une histoire particulière. Donc je veux bien qu'un hédoniste puisse penser le sport, mais ça c'est à faire ensemble, je dirais, avec des sportifs qui pourraient m'apporter la contradiction en me disant que leur plaisir n'est pas un plaisir masochiste et qu'ils m'en feraient la démonstration, ils me le prouveraient, ils me le montreraient, en expliquant pourquoi, comment et de quelle manière. Et je serais preneur de ce genre d'informations-là. Moi, je suis spinoziste sur ce terrain-là. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Il ne s'agit pas de dire masochiste, donc c'est pas bien. Il s'agit de dire que le masochiste est celui qui jouit dans la douleur qu'il s'inflige. Point à la ligne. Je ne dis pas vous feriez mieux de jouir dans un plaisir que vous vous infligeriez ou que vous procureriez à votre voisin. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux la pulsion de vie, il vaut mieux l'hédonisme, il vaut mieux la jouissance partagée, il vaut mieux la jouissance construite sur la pulsion de vie plutôt que sur la pulsion de mort, construite sur la jubilation plutôt que sur la destruction ou quelque chose qui ressemblerait à la destruction. Je pense simplement que, je suis très anti-freudien, mais en même temps je pense que Freud a dit quelquefois des choses utiles, mais qu'effectivement les civilisations se constituent sur les renoncements. Et que le sport est une métaphore du renoncement, de la sculpture de soi dans la passion triste, pour faire de telle sorte que, catharsis aidant, sublimation aidant, utilisons le vocabulaire qu'on voudra, un coup d'Aristote, un coup de Freud, mais effectivement, on aurait des individus qui produiraient comme ça une espèce de construction d'eux-mêmes à partir de la sculpture de leur passion triste. Pourquoi pas, ça renvoie à la question que vous posiez tout à l'heure, ça ne gêne personne. Je parle souvent de Chamfort disant « jouir fait jouir sans faire de mal ni à toi ni à personne », voilà toute morale. Bon, là on est dans le jouir, peut-être faire jouir aussi des téléspectateurs, des spectateurs, des gens avec qui on s'affronte ou on combat. Est-ce que pour autant on peut ajouter sans faire de mal ni à soi ni à personne ? Bon, à personne, oui, on peut imaginer que ça ne concerne que soi, mais je ne suis pas bien sûr. Il y a quand même une souffrance qu'on s'inflige. Je ne parle même pas de ceux qui, pour faire une performance, acceptent de se détruire momentanément pour savoir qu'ils se détruiront même au fur et à mesure et qu'ils sont prêts à amputer leur capital existentiel, ou leur capital d'existence, en se disant, mais peu importe, le choix d'Achille d'une certaine manière. C'est-à-dire, je préfère une vie brève mais magnifique, plutôt qu'une vie longue et effrayante, et je préfère avoir une médaille olympique en sachant très bien que je vais raccourcir mon espérance de vie parce que j'aurais pris les mauvaises substances ou parce que j'aurais fait du mal à mon corps ou parce que j'aurais détruit mon corps, plutôt que de ne jamais avoir des jouissances du stade, et puis d'avoir 10 années de plus comme un retraité qui terminerait son existence dans un sinistre hospice.
vous opposez très clairement un hédonisme joyeux à un hédonisme triste, parce que l'hédonisme peut être triste aussi. Cet hédonisme joyeux, c'est l'hédonisme cyrénaïque. L'hédonisme épicurien est déjà plus ascétique. Mais cet hédonisme conduit à une réflexion, au fond, sur le corps, sur ce que peut le corps, la référence à Spinoza, par exemple, qui est la grande question, ce que peut le corps. Peut-être le sport peut-il nous aider d'ailleurs à répondre à cette question, ce que peut le corps. Ce n'est pas simplement un traitement conceptuel ou théorique, il y a peut-être aussi je dirais une praxis qui éclaire cette question de ce que peut le corps. Et d'autre part, lorsque vous dites que le corps est la voie d'accès à la connaissance, est-ce que j'ai envie de vous interroger sur ce que disait Michel Serres à cet égard, lorsqu'il remerciait ses professeurs de gymnastique de lui avoir appris à penser. Donc est-ce que la pratique sportive, la pratique corporelle en particulier, ne nourrit-elle pas, d'une certaine façon, notre éventuelle connaissance et de nous-mêmes et surtout des possibilités du corps ? Oui, c'est une coquetterie de Michel Serres que je lis et qui dit effectivement qu'il apprend beaucoup plus du maçon, du paysan, du navigateur que du philosophe, mais qui quand même écrit sur Leibniz et le calcul infinitésimal ou ce genre de choses. Oui, on peut apprendre de beaucoup, y compris de professeurs de gymnastique, pourquoi pas. Moi, j'ai appris de mon père qui était ouvrier agricole paysan et qui m'a appris à lire un ciel ou à avoir un rapport particulier au cosmos. Donc oui, on peut trouver son bonheur partout. Donc oui, on peut découvrir des choses dans le sport, sur soi-même. La connaissance de soi, ça peut être aussi la connaissance de son propre corps. Je l'ai fait savoir dans Le Souci des plaisirs en disant qu'il n'y avait pas de sexualité sans connaissance de soi a priori, sans connaissance de sa sensualité, de sa sexualité, de son tempérament, de sa libido, de son caractère, de ses désirs, de ses passions, de ses envies, etc. Donc bien sûr, on peut imaginer que le sport peut être l'occasion d'une connaissance de soi. On peut voir effectivement si on aime souffrir, si on n'aime pas souffrir, si on jouit de souffrir, si on est capable d'investir dans cette logique-là, qui peut parfois être aussi une logique très narcissique. Je veux bien l'histoire du sport communauté, du sport fraternité, du sport solidarité, du sport métaphore de la cité, du sport métaphore ou allégorie de l'idéal d'une communauté, d'une nation, d'un pays, d'un État, d'une civilisation, d'une culture, etc. Il n'empêche que le sport, c'est quand même aussi beaucoup de narcissisme, beaucoup d'égotisme, beaucoup d'égocentrisme, beaucoup de miroirs, beaucoup de plaisir pris à soi-même, beaucoup de retour sur soi-même. On va jouer sur les deux sens de réflexion. Vous avez des gens qui réfléchissent, et puis vous avez des gens qui n'ont de souci de la réflexion qu'à partir du moment où le miroir est là. Suis-je le plus beau? Suis-je le plus fort? Suis-je le plus puissant? Suis-je le plus performant? Suis-je celui qui court le plus vite? Suis-je celui qui va le plus loin? Suis-je, etc., etc. Donc il y a une grosse dose de narcissisme dans le sport ou chez le sportif, y compris un narcissisme masochiste. Il y a aussi un narcissisme du personnage qui se regarde souffrir, qui se met en scène dans la souffrance, qui jouit de sa souffrance, qui jouit de sa sueur, de ce genre de choses. Donc on peut effectivement être dans une logique de la connaissance de soi en utilisant le sport comme un média, comme un véhicule, comme un moyen, comme une occasion. Mais m'est arrivé il y a quelque temps à New York de voir quelque chose d'étonnant. Ça donnait sur la rue, il y avait une salle de fitness. Et on voyait des gens qui étaient avec les vêtements comme il faut les avoir. Aujourd'hui, les gens veulent toujours être déguisés en cyclistes professionnels quand ils font du vélo, ou déguisés en coureurs de marathon quand ils font un footing. Ils ont un gros ventre, etc. Mais ils ont tous les vêtements fluo, les trucs, les gadgets, etc. Et il y avait toute cette ribambelle de gens qui étaient en train de s'exciter sur des vélos, sur des tapis. Enfin, ils font du cyclorameur sans eau. Ils ont des tapis qui ne mènent nulle part. Ils ont des vélos sans roues. Enfin, ils font toutes ces choses-là et puis ils sont là en train de transpirer avec des écouteurs, ils écoutent de la musique et on a le bruit de la ville qui est devant eux. Alors eux n'entendent rien d'autre que leur musique, nous on ne voit rien d'autre que leurs gestes, dans une espèce d'aquarium avec des lumières très blanches, très, très froides comme ça. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Et il y avait quand même une espèce de dose de narcissisme extraordinaire. Il y a des miroirs, les gens se regardent, il y a des gens qui font du culturisme, il y a des gens qui font des mouvements de danse et qui en même temps sont devant des murs de miroirs en train de se regarder. Alors évidemment, le prétexte est qu'il faut faire le bon geste, qu'il faut faire le bon mouvement, qu'il faut se regarder pour pouvoir corriger, pour pouvoir... Oui, bien sûr.
mais il y a une jouissance de soi qui est assez extraordinaire, y compris dans la douleur. Il y a un narcissisme extraordinaire. Après, d'ailleurs, tout s'en va à volo, et quand on voit des gens qu'on a vu occuper le devant de la scène médiatique parce qu'ils étaient le vainqueur du Tour de France, etc., qui sont devenus ministres d'un gouvernement de droite ou qui sont devenus conseillers d'un fabricant de vélos et qui font 120 kilos, qui sont épais, qui sont gras, qui sont dodus, etc. On se dit, mais il s'est passé quoi avec le corps ? Entre ces gens qui avaient des machines ultra performantes et qui sont devenus ce qu'ils sont devenus, on se dit, bah oui, le vieillissement, voilà, ça marche pour tout le monde, y compris pour les gens qui ont fait de leur corps une espèce de royaume extraordinaire, le seul royaume, la seule occasion de jubilation. Et on sait que le corps, on n'a que ça. Dans une époque où tout s'est effondré, où tous les grands discours ont disparu, il ne reste plus que le corps, et vous avez raison, la question de Spinoza est la grande question. Que peut le corps ? Et le sport est effectivement l'une des modalités de la compréhension des potentialités du corps. Mais il y en a d'autres. Voilà pourquoi, au début de ma réponse à votre question, j'ai parlé de la sexualité plutôt que du sport, en disant mais il y avait une connaissance de soi aussi qui pouvait prendre pour objet sa sensualité, sa libido, son tempérament sexuel ou sensuel, qui ne serait pas exactement l'occasion sportive de se mettre au centre de soi-même et de considérer que la vie va fonctionner autour de soi parce que on a décidé qu'il nous fallait faire un temps, une performance ou ce genre de choses et que tout va être organisé pour ça. On va manger pour ça, on va boire pour ça, on va dormir pour ça, on va penser pour ça, on va s'exercer bien sûr pour ça et on tend à ça. Puis on arrive à ça qui est une chose dérisoire, on l'a et comme tout... Et Schopenhauer dit le désir ne tient jamais ses promesses, il a sa raison, il a raison, et il a sa raison, et ses raisons. Et on se dit voilà, tout ça pour ça. Oui d'accord, j'ai obtenu cette médaille pour une performance qui de toute façon est appelée à être dépassée, et parfois rapidement, et parfois même dans le lendemain ou le surlendemain. Et puis il faut soit recommencer, soit savoir que de toute façon on va reculer. Donc il y a une espèce de vanité au sens... peinture baroque du terme, je dirais, une espèce de vanité à se construire comme une espèce de bel objet qui, aussitôt fait, va disparaître. Moi, je suis plutôt soucieux d'une construction autre d'un même objet, puisqu'il s'agit du corps, bien sûr. Ce que le sport peut éclairer... c'est cette idée d'anticipation du corps. Le corps qui anticipe, à la fois ça confirme ce que disait Spinoza, mais aussi ce que les neurosciences précisent. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'activité même cérébrale, finalement, on peut repérer une activité qui anticipe la conscience que l'on a, par exemple, d'un geste, ou de ce que l'on baptisait de façon un peu facile et idéaliste les décrets de la volonté, les décrets libres de la volonté. Ou ce que vous, lorsque vous parlez d'apax, par exemple, existentiel, ça, ces moments d'épiphanie existentielle, et en particulier, vous parliez tout à l'heure d'un infarctus qui vous avait touché, et qui, d'une certaine façon, va anticiper, une certaine manière, pour votre pensée, de se rapporter à elle-même, en même temps que de se rapporter au corps. Oui, mais l'anticipation, elle est partout dans le corps, et pas seulement dans le muscle. C'est-à-dire que il y a un rapport de soi à soi qui suppose un rapport de soi à ses muscles, un rapport de soi à son intelligence, un rapport de soi à soi par le cerveau. Et l'idée qu'on aurait besoin du sport pour anticiper des gestes qui ne sont finalement que des gestes réflexes, parce que le corps est une mémoire, parce qu'on ne se dit pas à chaque fois qu'on marche qu'il nous faut marcher comme ceci, comme cela, ou à chaque fois qu'on va prendre un objet, qu'il nous faut faire tel type de mouvement, et que. Non, on sait bien qu'il y a une mécanique qui suppose qu'on marche un peu comme ça, parce qu'on a pris des habitudes, et moi il m'arrive de temps en temps dans des conférences d'assister à moi-même comme une espèce de tiers, parce qu'effectivement j'assiste à la pensée qui me prend en otage, ou qui prend mon corps en otage, parce que ma pensée va vite, la phrase va encore plus vite, et puis je cours éventuellement après, parce que je trouve que la pensée va encore plus vite, mais on n'a pas besoin du sport pour ça. Alors oui, bien sûr, on peut imaginer que le sport sera l'occasion de voir qu'on aura fait un geste avant que d'avoir pensé à ce geste. Mais c'est une erreur que de croire que la conscience est nécessaire. Ça, c'est une espèce de vieille réminiscence de la phénoménologie. Il faudrait que la conscience soit conscience de quelque chose. Non, il y a des choses qui se passent dans le corps et qui supposent de quelque chose, mais sans que pour autant la conscience soit là comme une espèce de conscience d'elle-même. L'idée qu'il faudrait que la conscience soit conscience de soi est une idée de normalien.
La conscience, elle n'a pas forcément besoin d'être conscience de soi. Non, la conscience, elle a la nécessité d'être une conscience de situation. Nous ne sommes que dans des situations. Et la conscience, elle est là en permanence. Elle est dans la vigilance, parce que nous sommes des animaux et qu'on sait très bien qu'il y a des sollicitations olfactives, visuelles, diverses et multiples, et que ces sollicitations-là, elles vont directement au cerveau reptilien, et que le cerveau reptilien, il n'a pas le temps d'attendre que le néocortex ait fait son travail pour dire « attention, ça va être dangereux », on a déjà retiré sa main, parce qu'on sait que, parce que le corps a compris évidemment qu'il y avait danger à la laisser ici, puisqu'on a un foyer de chaleur ou quelque chose dans ce goût-là. Donc je crois qu'on n'a pas besoin du sport pour ça. C'est la mécanique du corps qui a ses vitesses propres, et les vitesses du corps ont à voir avec ce qui reste de mammifère en nous, c'est-à-dire tout. Et on est sur des questions comme la vie, l'amour, la mort, l'alimentation, la survie, enfin dans toutes ces logiques-là, on sait très bien que le cerveau reptilien va très vite, et que la conscience suit. La conscience, elle est un peu derrière, et elle arrive, et puis voilà. Et de temps en temps, de fait, quand on est dans une conférence et qu'il y a une espèce de longue habitude de la guerre qui est toujours la philosophie, eh bien, on a une pensée qui se déploie, et on sent bien qu'elle n'est pas forcément filtrée par le cortex, et que, ou du moins, il y a quelques secondes qui peuvent ne pas être totalement filtrées, et on peut voir que quand ce filtrage n'a pas eu lieu, la conscience va faire son travail, mais elle est toujours après. La conscience, elle est aussi comme la chouette de Minerve, je dirais, elle prend son envol la nuit tombée, quand la chose a déjà eu lieu. Et le sport n'est pas l'apprentissage de la conscience, le sport est l'occasion de constater qu'il y a des vitesses sidérales et sidérantes dans le corps, parce que nous sommes poussière d'étoiles, parce que si on veut vraiment penser la question du corps, il faut penser la question du rapport au cosmos, et pas à la nature. On a l'impression de découvrir la nature aujourd'hui, de la redécouvrir, et les petits malins qui considèrent que civilisation industrielle, civilisation de la technologie, du moteur, etc., il serait temps que nous puissions retrouver Dame Nature, Gaïa et tout le tralala, avec une espèce d'anthropomorphisation de la nature. Mais la nature, c'est le cosmos. C'est pas l'écologie qui dit la vérité de notre être, c'est la cosmogonie, ou c'est l'astrophysique. Et quand on sait effectivement que ce qui anime la totalité des cosmos, à savoir l'attraction universelle, la fondation d'une planète, la création d'un soleil, l'effondrement d'une masse sur elle-même et la production, etc. Tout ça a généré le corps qui est le nôtre. La production de notre corps, elle a à voir avec quelque chose qui renvoie à un déterminisme absolu. On est dans le déterminisme le plus absolu, dans la nécessité la plus grande. Que nous ayons une conscience, une capacité à la réflexion, une capacité au langage, que nous puissions habiller de tout ça de discours véritables, mais aussi de discours fictifs. Il y a beaucoup de fables, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de mythologie pour empêcher que nous pensions cette vérité crue, que nous ne sommes qu'une pure nécessité. On hérite d'un corps avec lequel il nous faut faire, et la plupart du temps, on ne sait pas que la conscience, elle suit. Elle est là vraiment comme une espèce d'organe, une espèce d'appendice qui n'est pas nécessaire. Il y a plein de gens qui vivent sans la conscience d'eux-mêmes, sans la conscience de soi, le fait que nous soyons des homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait mais qui sait qu'il sait. C'est bien pour une définition de dictionnaire, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas qu'ils savent. Et il y a même beaucoup d'hommes qui ne savent pas. Donc je pense que la pensée du corps est une pensée qui devrait sortir de la philosophie pure avec des espèces de pensées idéalistes de la matière, des pensées idéalistes du corps, pour sortir du dualisme, pour entrer dans un vrai monisme matérialiste. C'est pour ça que Spinoza est une juste référence, vous avez raison d'y renvoyer, pour ajouter que, effectivement, l'éthologie, par exemple aujourd'hui, mais éventuellement je viens d'en parler, l'astronomie ou l'astrophysique, que bien sûr la biologie, mais qu'un certain nombre d'autres sciences, la neurobiologie, la neurophysiologie, les neurosciences, etc., tout ça est susceptible aujourd'hui de nous permettre de penser le corps indépendamment de la fiction philosophique dominante, parce qu'il y a une fiction philosophique dominante qui est idéaliste, spiritualiste, dualiste, le christianisme ayant accéléré le mouvement, avec cette idée qu'il y aurait le corps et l'âme, et on aurait aujourd'hui l'idée qu'on aurait la chair et puis l'esprit. La phénoménologie aidant, Merleau-Ponty, Sartre et quelques autres aidant, on penserait la question du corps sur le terrain de la phénoménologie. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de la phénoménologie pour penser le corps, mais qu'un peu plus de science nous permettrait un peu plus de sagesse philosophique sur la question du corps.
le sport, à l'évidence, ne nous apprend pas que le corps anticipe la conscience. Il peut apporter des éclairages ou enrichir peut-être cette idée. Mais l'important, c'est pas de dire que la pensée vient après, c'est que le corps pense. Et au sens spinoziste du terme, et en particulier les commentaires qu'en fera éventuellement Deleuze, dire que le corps pense, c'est-à-dire qu'il y a un inconscient, finalement, qui serait un inconscient du corps, qui n'a rien à voir avec l'inconscient freudien. C'est l'occasion de faire la part entre, d'un côté, un sport qui donnerait droit à cette pensée du corps, et puis un sport qui peut être le sport de compétition, le sport de masse, le sport tel qu'il est devenu, qui est un sport, si j'ose dire, sans âme, et peut-être un corps sans âme. Oui, je pense que la question du corps, elle n'est pas pensée de toute façon par les sportifs, qui sont dans des logiques de performance, dans des logiques autres. C'est éventuellement l'intellectuel qui pense le corps de cette manière-là, éventuellement l'intellectuel qui fait du sport, qui tient ce type de discours-là. Mais je ne suis pas bien sûr que chez le coureur, chez le cycliste, chez le pédaleur, chez le je ne sais pas quoi, enfin chez le personnage qui pratique une activité sportive, il y ait autant à dire ou il y ait autant à voir. Il y a parfois une espèce tout simplement de nécessité d'user des passions tristes ou de consommer quelque chose qui sinon ferait exploser la machine. Je pense qu'il y a des gens dont l'activité sportive est motivée par le fait qu'ils ont besoin d'un exutoire et que sans cela, ils imploseraient. Donc, il faut aussi penser ces choses-là. Il n'y a pas que des spinozistes qui font le marathon, par exemple, ou que des marathoniens spinozistes. Il y a surtout des gens qui ont besoin de ça parce que la charge dont ils sont porteurs a besoin d'un écoulement sous peine de quoi il y aurait implosion, explosion ou difficulté à être ou à vivre. Je pense qu'il faut compter aussi avec ce type d'énergie qui menace débordement, des espèces d'énergie noire qui menaceraient débordement et qui supposerait qu'effectivement il y ait des lieux pour canaliser tout ça. Et de fait, on ne fait pas par hasard une activité plutôt qu'une autre. Il y a des activités dans lesquelles on se fait démolir le portrait, si on ne fait pas par hasard de la boxe, et puis des activités dans lesquelles on est plus ou moins, je ne sais pas, dans la grâce. Le patinage artistique, par exemple, qui me fait toujours sourire. C'est toujours consternant de voir les vêtements de carnaval des gens qui font du patinage artistique. Mais bon, on ne choisit pas par hasard, effectivement, d'être Candeloro ou je sais pas quoi, ou Zidane, ou d'autres. Donc on choisit des endroits dans lesquels on est susceptible d'épuiser la vitalité qui sinon nous épuiserait. Et alors après, il faut faire de la sociologie. On sait très bien qu'il y a des endroits dans la société qui nous conduisent plus directement au golf qu'au vélo, par exemple. Ou au football, encore que. C'est-à-dire un footballeur qui porte des lunettes, on a l'impression que c'est une provocation. Alors que, pourquoi pas, je veux dire, on a quelques-uns qui en font la démonstration. Il y a des footballeurs qui ont des bibliothèques. J'ai entendu ça hier à France Inter, puisqu'on allait visiter la bibliothèque de l'un d'entre eux. C'est très bien. Après, on va trouver dans les activités sportives, des occasions de gérer telle pulsion qui sinon menace l'intégrité du corps. Et c'est très bien, d'une certaine manière, c'est très bien que chacun puisse penser son corps de cette manière-là, puisse user, au deux sens du terme, son corps comme ça, ou user de son corps comme ça. Parce que, effectivement, la civilisation vit du renoncement de chacun à ses pulsions et que tout le monde n'a pas la chance d'être philosophe, on dira, c'est-à-dire de pouvoir sublimer. La sublimation, quand on est peintre, artiste, quand on est chanteur, musicien ou autre, qu'on est dans un domaine artistique, eh bien c'est un bonheur. D'abord parce que ça peut durer une vie entière, et puis d'autres sont dans la sublimation sportive, mais on sait très bien qu'on ne peut pas être performant toute son existence corporellement, qu'il y a un moment où effectivement ce qu'on a fait, on ne le fera plus. Et puis à un moment où on ne peut même plus rien faire du tout parce que le corps ne répond plus. Donc il y a aussi, pas aller faire une espèce de psychanalyse du sportif, mais on ne choisit pas forcément ses issues de secours, et on est parfois choisi par elles, mais il y a effectivement des issues masochistes qui, comme par hasard, sont masochistes jusqu'au bout, puisqu'elles vous contraignent un jour à savoir que vous serez contraint, que vous serez obligé de renoncer à elles parce que votre corps ne suivra plus. Alors qu'on peut être peintre ou compositeur ou musicien pendant très longtemps, plus longtemps.
Vous avez fondé une université populaire à Caen. Cette création, cette fondation, en référence d'ailleurs à des expériences qui existaient dans les années 20 ou 30, est-ce qu'elle accorde une part, sinon au sport, du moins à l'activité sportive, aperçue à la fois d'un point de vue philosophique, mais il y a dans cette université populaire d'autres savoirs qui se déploient. Et si tel n'est pas le cas, faut-il pas imaginer une sorte d'université populaire du sport? Parce que ce qui vous a motivé d'une certaine manière, c'est votre expérience institutionnelle de l'enseignement. Vous avez mesuré la pesanteur académique, idéologique, des inspecteurs d'académie, autant de choses qui valent pour le professeur d'éducation physique et sportive, qui est dans une situation aussi muselée d'une certaine manière, aussi étouffée peut-être. Alors moi je n'aspire qu'à ça, c'est-à-dire l'idée que des sportifs créent, ouvrent, pensent une université populaire du sport qui soit l'occasion de dire on est dans un modèle alternatif, nous on n'a pas du tout envie du sport comme il se pratique, on aime le sport, on est aussi des penseurs, des intellectuels, des philosophes. Et on a des choses à dire sur le sport. La culture, etc., c'est facile à acquérir. Si vous avez 2 ou 3 amis ou individus qui sont susceptibles de vous dire « n'allez pas voir par là, allez plutôt voir par ici, c'est pas la peine de lire la critique de la raison pure, c'est pas la peine de lire la République de Platon, encore que, mais bon, allez voir plutôt ici, allez voir plutôt là, et puis faites le travail vous-même. Et créez votre université populaire du sport, où vous aurez à cœur de dire quelque chose qui pour le coup serait révolutionnaire, rompons avec 2000 ans de corps qui jubilent dans la douleur et dans la souffrance. Rompons avec une tradition judéo-chrétienne qui considère effectivement que quand on est dans l'imitation d'un corps qui souffre, on est dans la jouissance ou dans la jubilation. Rompons avec l'idée d'un capitalisme qui, lui, est dans sa forme libérale aujourd'hui, qui, lui, considère qu'il faut être dans la performance, qu'il faut être dans la production de richesses, au sens large du terme. Il faudrait être une machine bien réglée, bien huilée, il faudrait transformer le corps en moteur, il faudrait, etc. Rompez avec tout ça. Et détruisez les modèles spirituels ou religieux qui pourraient être judéo-chrétiens, détruisez les modèles politiques qui pourraient être capitalistes et libéraux, et puis inventez votre université populaire du sport, dans lequel effectivement vous remettriez tout à plat en expliquant comment on peut pratiquer peut-être autrement un certain nombre de disciplines, dissocier tout ça du monde de l'argent, dissocier tout ça éventuellement du monde du classement, où il faudrait effectivement un premier et un dernier. Et sans qu'on considère, je dis, moi ça va bien, j'étais grand, et puis voilà, je me disais, mais quand on fait 1m82 et puis qu'on fait du saut en hauteur, ça me paraissait normal de sauter plus haut que ceux qui, dans la même classe que moi, étaient plus petits. Enfin, il y avait 2 frères qui étaient deux petits qui, eux, se jetaient sur la barre, même quand elle faisait 80 cm. C'est bon, il y avait quand même quelque chose, parce qu'il suffisait même de se balancer par-dessus pour... Et on se disait, il y a effectivement une inégalité des corps, et on juge des performances. Comment peut-on juger des performances avec l'inégalité des corps? Au moins, quand on fait de l'équitation, enfin, quand on fait des courses, il y a des handicaps. On considère qu'effectivement, quelqu'un qui est grand et fort, eh bien, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est petit et faible, et on va pas lui demander la même performance. Voilà. Donc il faudrait être vraiment nominaliste, s'il fallait repenser le sport dans la perspective d'une université populaire du sport, être vraiment nominaliste en disant que le sport, ça n'existe pas, avec un S majuscule, mais qu'il n'y aurait que des activités sportives dans lesquelles des individus en particulier se trouveraient, avec des projets qui seraient des projets personnels. Pourquoi faire? Pour quel type d'épanouissement? Pour quel projet personnel ou existentiel? À réinventer ça en disant, ce que j'essaie de faire avec la philosophie, en disant la philosophie appartient à ceux qui s'en emparent. Eh bien là, c'est la même chose. Le sport n'appartient pas à quelques-uns qui le confisqueraient et qui feraient de vous des gens destinés à faire des performances, à faire ceci, ou des classements, à récupérer des médailles, ou à être sponsorisés, ou à amener sur leur nom de l'argent, de la télévision, des médias, c'est-à-dire du temps de cerveau disponible, ou, enfin tout ce genre de choses. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont des talents sportifs qui sont confisqués par des directeurs de chaîne parce que le jour où leur performance sera montrée en direct, eh bien, on pourra balancer des spots publicitaires sur telle boisson gazeuse ou telle autre chose. Donc, faire exploser tout ça en disant autogestion du sport. Travail en commun des individus qui sont véritablement concernés. Cesser de croire qu'on aurait, dans une salle des profs par exemple, le sommet de l'intelligence avec le professeur de philosophie agrégé, et puis le dernier des crétins qui serait le prof de sport. Moi, dans la salle de prof où j'étais, pendant 20 ans, les profs les plus intelligents étaient les profs de sport. Il n'y avait pas d'ailleurs, on dit sport, c'est l'éducation physique et sportive.
Parce que c'était les seuls à avoir un discours sur l'ensemble de l'être. Alors que les autres, je voyais bien dans les conseils de classe, par exemple, que eux tenaient des discours intelligents sur les élèves, que eux savaient comment les élèves se comportaient, et que quand on balance un ballon à un élève dans un cours et qu'il ne sait pas le prendre, qu'il a peur du ballon, que le ballon lui arrive dessus et que ça le terrorise, et qu'on voit des enfants ou des adolescents ou des jeunes hommes ou des jeunes filles terrorisés par leur propre corps, parce qu'il y a la puberté, parce qu'il y a l'adolescence, parce que c'est pas facile d'habiter un corps d'enfant alors qu'on vous demande d'être un adulte, ou d'habiter un corps d'adulte alors qu'on vous considère encore comme des enfants, et en même temps de dire 8 heures du matin, maillot de bain, tout le monde en maillot de bain, à la piscine, on y va, il y a des gros, il y a des gras, il y a des maigres, il y a des jeunes filles qui ont peur de leur corps, il y a des anorexiques, et il faut se jeter à l'eau, et puis il faut traverser la piscine, il faut revenir, il faut remonter. Mes collègues de sport, je dis sport sans mépris, j'oublie EPS, mais mes collègues de sport étaient ceux qui avaient la meilleure vision de la globalité de l'être que nous jugions, nous, avec des copies. On avait une copie, on mettait une note, on réduisait l'être à une note et à 3 lignes, et en considérant qu'il passait pas dans la classe supérieure, il avait droit à telle direction, à telle orientation où il n'y avait pas droit, on le détruisait, ou on l'encensait, on disait oui, lui il peut faire des études supérieures, lui non, il ne pourra pas, etc. Alors que de temps en temps, on aurait une véritable éducation au corps d'un certain nombre d'enfants ou d'adolescents, on aurait pu par la suite obtenir de tout. C'est-à-dire que si on les avait réconciliés avec leur corps, à l'évidence, on les aurait réconciliés avec leur âme, avec leur cœur, avec leur être, avec leurs désirs, leurs passions, etc. Et ils se seraient probablement épanouis. Et peut-être on aurait pu envisager des mathématiques, de la philosophie, de l'anglais ou je ne sais quoi. Parce que parler anglais, c'est pas maîtriser la langue de Shakespeare, c'est maîtriser le corps qui va vous permettre d'accéder à la langue de Shakespeare. Et on ne s'adresse pas au corps dans l'éducation nationale autrement que sur le principe de la répression. C'est-à-dire on dit voilà, vous avez un espace, on sait très bien comment ça fonctionne dans un lycée, vous avez l'abscisse et l'ordonnée, et on vous dit dans un lieu précis, enfin dans une heure précise, vous êtes dans un lieu précis. Donc entre telle heure et telle heure, vous êtes dans telle classe. Et quand vous êtes dans telle classe-là, vous êtes à telle place. Parce que vous avez des profs qui font des plans en disant voilà, vous êtes à cette place-là et puis vous ne changez pas. Cette place-là, ça veut dire que vous l'occupez, c'est un volume de, je ne sais pas, enfin de combien de mètres cubes, mais c'est rien du tout. Et on vous dit voilà, vous allez passer 8 heures dans la journée, ici, assis, à écouter, à ne faire fonctionner que théoriquement un cerveau qui aurait 2 yeux et 2 oreilles, et puis vous n'avez pas de corps, vous n'avez pas de désir, vous n'avez pas à avoir faim, vous n'avez pas à avoir soif, vous n'avez pas à être fatigué, vous n'avez pas à savoir à quelle heure vous êtes couché, vous n'avez pas à savoir si vous avez des problèmes de santé, on ne veut rien savoir de tout ça, votre corps n'existe pas. Et puis le jour où on dit votre corps existe, eh bien on lui dit allez hop, on le plonge dans la piscine, on le met sous la neige, on le fait courir le plus vite possible, on le fait sauter sur des machins, etc. Puis on dit hop, maintenant vous revenez et on redémarre, cours de philo, cours d'histoire, cours de sciences éco ou je ne sais quoi. Donc effectivement, il faut que les gens dont le métier soit le sport ou l'éducation physique et sportive, que ces gens-là s'emparent de cette discipline-là en disant « mais nous on sait, on en a marre des inspecteurs, des directives, de la civilisation, de la culture, de la tradition, de 20 siècles, de 25 siècles, parce qu'on peut remonter ou même 26, 27 jusqu'à Homère. On peut imaginer que de Homère, qui considère qu'il n'y a de beaux corps, que de vrais corps, que de beaux corps, à Sartre qui considère qu'il faut être sale, qu'il ne faut pas se laver, qu'il faut sentir mauvais, parce que ça n'importe la transcendance de l'ego. Et il y a tout un chantier à détruire, au sens métaphorique et allégorique du terme, et un autre chantier à construire. Il y a une histoire de la philosophie qui a été totalement oubliée, muselée, cachée, détruite, pas éditée, pas traduite, pas diffusée, pas enseignée à l'université, on ne fait pas de thèse, pas de maîtrise, pas de master comme on dit maintenant. Et comme par hasard, on travaille Platon, mais on ne travaille pas Diogène ou Aristippe de Cyrène. Comme par hasard, on travaille Saint-Augustin, mais on ne travaille pas les gnostiques licencieux. Les sensualistes, les empiristes, les matérialistes, les gens qui disent il y a du corps, il y a de la chair. Moi, j'ai jamais entendu parler de Condillac quand j'ai fait mes études. Locke, très peu, pas du tout. L'empirisme anglo-saxon, jamais. L'utilitarisme non plus, rien. Alors que ceux qui auraient le souci de penser le sport en dehors d'une tradition judéo-chrétienne et platonicienne, eh bien, trouveraient là un matériau considérable. Nietzsche dit que le matérialiste, c'est celui qui dit « contente-toi du monde donné ». Contente-toi du monde donné. Et de fait, on pourrait dire « contente-toi du corps donné et fais avec ». Et que la vérité du discours philosophique sur le sport, il sera tenu par des sportifs qui se seront souciés de philosophie.
C'est pourquoi les gens de la profession philosophique ne m'aiment pas beaucoup, mais ils ont bien raison. C'est-à-dire que je dis, mais il n'y a pas des gens qui ont à confisquer la philosophie en disant c'est à nous. On est agrégé, on est docteur, on est doctorant, on est agrégatif, on a fait des études de philo, on a des diplômes, on a écrit des articles, des livres, je ne sais quoi, donc on est légitime. Et puis les autres, c'est de la valtaille, et on utilise du vocabulaire compliqué pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'on soit dans un ghetto, etc. Et je dis, mais arrêtez. La philosophie antique n'a pas le souci du ghetto, elle n'a pas le souci de l'agrégation et du doctorat, et pour cause. Elle n'a pas le souci de l'enfumage, elle a le souci de la construction d'une existence. Vous, qui avez le souci de votre corps, voire le souci du corps d'autrui, eh bien, ayez un souci sensualiste, voluptueux, hédoniste, matérialiste, mais inventez-le. Et de fait, je viendrai volontiers assister à la pose de la première pierre, allégorique et métaphorique, mais d'une université populaire du sport. Donc vous étiez grand, il y avait des élèves plus petits, vous sautiez plus haut que ceux qui étaient plus petits. Est-ce que cela ne peut pas conduire à essayer de compenser ces inégalités par des adjuvants le problème du dopage, par exemple. Est-ce que se doper ne serait pas légitime pour compenser une inégalité, entre guillemets, physique, naturelle ? Allons plus loin. Est-ce que cela ne peut pas conduire éventuellement à des interventions chirurgicales pour essayer de compenser des faiblesses en se greffant ou en ayant des appareils de substitution ? Parce que vous avez écrit un livre, Féerie anatomique, où vous élevez contre la morale ou les références à la morale judéo-chrétienne qui condamnent toute action sur le corps au nom d'une identité du corps, d'un corps naturel. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose concernant ces pratiques sportives ? Oui, une remarque sur la question des inégalités a priori, le fait qu'il y ait des grands, des petits, des jeunes, des vieux, etc., fait qu'effectivement, ça devrait me permettre de plaider pour un sport nominaliste, c'est-à-dire pour chacun. En disant le problème, c'est pas la performance facilement obtenue par quelqu'un qui se foule pas, mais parce qu'il est bon, ça suffira, mais c'est le progrès que chacun aura fait. En disant, vous démarrez de ça, c'est-à-dire une espèce d'évaluation de chacun, on puisse dire, voilà, ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire, l'important c'est que vous fassiez mieux un peu plus tard. C'est pas que vous fassiez ça, c'est-à-dire que, parce que quand on avait, je me souviens, 1m62 en hauteur, quand on était, moi j'avais 16 ans quand je suis rentré en terminale, mais il y avait un barème et on dit, ce truc-là, ça vous vaut tant de points, et puis voilà. Ben non, on peut imaginer que si en début d'année on n'a pas progressé et qu'on est resté à une performance qui est correcte, eh bien c'est moins intéressant que si on est passé de pas grand-chose, mais à beaucoup plus que ce pas grand-chose, parce qu'effectivement il y aura eu une espèce de progrès sur soi-même. Donc ça, je pense que ça plaide pour un nominalisme dans le sport, ou pour un sport nominaliste ou un nominalisme sportif. Pour votre question, oui, moi je suis un défenseur je suis un technophile, moi je ne suis pas un technophobe du tout, et je pense que la technique peut faire au corps des choses que le corps ne fait pas. D'abord parce que je ne connais personne qui, quand il a un mal de tête, ne prend pas d'aspirine. Je ne connais personne qui, quand il a mal aux dents, ne va pas se faire une couronne chez un dentiste ou soigner sa carie. Je ne connais personne qui, voyant sa vue baisser, ne va pas chez l'opticien pour avoir des lunettes. Or, tout ça, c'est de la prothèse. La prothèse chimique qui fait qu'on va régler le problème d'un mal de tête, parce que peut-être on aura un problème de tension et qui fait qu'il faut fluidifier le sang chacun connaît l'histoire, qui fait qu'on a mal à la tête et qu'on peut ne plus avoir mal à la tête quand on aura pris de l'aspirine, qui fait qu'effectivement, quand on aura chaussé des verres de lunettes, on verra mieux alors qu'on ne voyait pas au préalable. Tout ça, c'est de la prothèse. Donc, on est contre la prothèse ou on est pour la prothèse. Maintenant, il faut nous dire à partir de quand on pourrait être pour, et puis il faudrait être contre à partir d'un moment. Lequel ? Moi, je ne suis pas contre le fait que chacun décide de sa vie en disant, après tout, moi j'ai envie de boire, j'ai envie de fumer, j'ai envie de me droguer, j'ai envie de prendre des substances hallucinogènes. Moi, je pense que le corps appartient à chacun, y compris les mauvais usages du corps. Si on a envie de se détruire et que, après tout, on n'est pas hédoniste. Épicure disait qu'il fallait savoir renoncer à un plaisir si on savait que ce plaisir devrait être payé d'un déplaisir quelque temps plus tard, et que parfois, renoncer à un plaisir générait un plaisir plus grand que d'y avoir consenti, simplement parce qu'on avait échappé à un déplaisir certain.
Moi, je suis sur ces logiques-là. Des gens qui considèrent que le plaisir dans l'instant importe, et s'il doit être payé d'un déplaisir demain, demain c'est demain. Et puis qu'on verra bien. Donc c'est à chacun. Donc moi, je ne suis pas contre le fait que des gens aient le désir de prothèses qui mettent leur vie en danger. Donc quand je vois des cyclistes qui sont capables de se fabriquer une espèce de corps nouveau, avec des transfusions de sang, on réoxygène le sang, après ça des transfusions de produits qu'on utilise aujourd'hui en santé aussi, parce que ma compagne est dans une récidive de cancer, elle a des piqûres de PO, c'est mis au point aussi en amont, d'abord par les vétérinaires, ensuite par les entraîneurs sportifs, puis ça finit finalement dans le quotidien des gens, et fort heureusement. Donc moi je suis pour les prothèses. Je vois bien mon corps qui s'effondre, qui s'affaisse avec le temps, etc. Je vois bien que la chirurgie esthétique pourrait me permettre ceci ou cela. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie. Moi, j'assume. Je vais pas me teindre les cheveux, mais je comprends qu'on puisse le faire, qu'on puisse accéder à l'artifice pour pallier le défaut de la nature. Et considérer que les limites de la nature ne peuvent pas être une punition ad vitam aeternam. Donc je conçois très bien qu'on puisse accéder à des élargissements de soi-même avec des prothèses au sens large du terme. Donc il y a une part bionique, si vous voulez, dans l'homme. Je ne suis pas contre ça du tout. Maintenant, il faut savoir jusqu'où ça va. Et de fait, il y a des moments où le délire est grand de considérer que le fantasme est une espèce de surhumain, au sens pas nietzschéen du tout, mais enfin au sens futuriste du terme. Et quand je dis futuriste, je songe aux futuristes italiens, à Mafarca, cette espèce d'homme d'acier que Marinetti met en place en considérant qu'on devrait pouvoir associer du corps, de la chair et de l'acier, des billes d'acier, une espèce d'homme qui serait incorruptible, qui serait inaccessible à l'entropie et ce genre de choses. Bon, après, il y a du fantasme, il y a de l'immortalité. Edgar Morin écrivait sur la mort en disant qu'un jour on serait immortel parce que ceci, parce que ça. Je sais pas. Quand j'avais lu ça, je me suis dit oh là là, quelle imprudence. Le corps, il est quand même si on a un corps immortel, il peut passer sous un camion. Et un corps immortel qui passe sous un camion, on fait comment quoi? Si on est censé vivre 300 ans, 400 ans et qu'on passe sous un camion, on peut pas restaurer. Non, donc il y a une finitude de la matière. Cette finitude, on peut la compenser, et puis vous avez des gens qui ont envie de la compenser avec des fantasmes extravagants d'immortalité, d'éternité, de déni de soi-même. Vous avez aussi des femmes de 80 ans, j'ai vu l'autre jour un reportage photo d'une femme qui était... C'est Titouan Lamazou qui fait aussi des photos comme ça assez impressionnantes, où on voit des femmes de 80... Alors elle avait passé 90 ans, cette femme, et alors elle était bodybuildée, elle était refaite de partout, on ne lui donnait évidemment pas cet âge-là. Il y avait une espèce de refus de l'âge des artères, en considérant que finalement la vérité du corps, c'était plutôt l'apparence du corps. On était toujours dans une logique platonicienne, c'est-à-dire la matérialité du corps comptait pour peu, seul importait l'image, la virtualité de ce corps-là. Donc ce corps donnait l'impression d'être un corps de jeune femme, donc c'était un corps de jeune femme. Et non. Et on sait très bien que ce corps avait réellement engrammé l'âge de j'allais dire sa partenaire, mais de sa propriétaire. Donc c'est à chacun de voir jusqu'où il est prêt à aller, et puis il faut savoir que, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, je dirais, on a tous bossé là-dessus au collège. Eh bien, cette phrase de Rabelais, elle est toujours d'actualité. L'idée que ce soit techniquement faisable ne suppose pas que moralement ce soit défendable. Que techniquement on puisse aujourd'hui, avec les nanotechnologies, obtenir des performances extraordinaires avec un corps, ça suppose une réflexion morale. Que les nanotechnologies permettent d'apporter le produit d'une chimiothérapie très exactement à l'endroit de la tumeur, par exemple, je vois mal comment on pourrait s'interdire l'usage des nanotechnologies. Donc je suis technophile, biophile. Je pense que les technophobes, ils sont technophobes, l'affaire est réglée, c'est un autre débat, mais qu'en même temps, il faut penser la question en termes de biophilie et de thanatophilie. J'emprunte ces deux expressions à Eric Fromm, un psychanalyste freudo-marxiste qui m'intéresse. Il y a des biophiles et il y a des thanatophiles. Si la question de la biotechnologie est indexée sur la thanatophilie, c'est la pire des choses. Si elle est indexée sur la biophilie, alors c'est la meilleure des choses.
Moi, je ne suis pas platonicien en ce sens. Il n'y a pas pour moi la technique dans l'absolu. On en parle parce que c'est plus facile pour des raisons de communauté de langage. Mais il y a des usages de la technique. Et s'il y a un usage biophile ou un usage thanatophile, c'est très différent. La même chose pour le sport. Il n'y a pas le sport en soi. Il y a des usages biophiles, des usages thanatophiles du corps. Et effectivement, les usages biophiles du corps sur le terrain sportif méritent soit des réflexions, soit des universités populaires. Nous avons un peu les stades que nous méritons. Le stade n'est évidemment pas un sanctuaire qui serait à l'abri des enjeux de la société, des contradictions de la société. Et si on parle de ces stades, j'imagine que vous y allez très rarement, et ces stades, c'est aussi le lieu, au fond, du triomphe du cerveau reptilien dont vous parliez tout à l'heure. Que vous inspire ce grand spectacle sportif tel qu'il se réalise dans l'enceinte du stade, spectacle au sens presque situationniste du terme? C'est très hystérique. Hein. Moi, je n'ai jamais mis les pieds dans un stade, en dehors des moments où j'étais obligé, pour des raisons scolaires, que vous imaginez, après, jamais plus. Si, j'ai payé mes études en travaillant dans un journal, donc il m'arrivait de temps en temps d'aller faire quelques photos sur le stade local, mais bon, je n'y mets vraiment jamais les pieds. C'est quand même le lieu de l'hystérie, et effectivement, vous avez raison. Les gens disent « Ah, la violence rentre à l'école, la violence rentre dans les stades ». Pourquoi la société, ce sont les stades, ce sont les écoles, et il n'y a pas de raison qu'il y ait des sanctuaires comme ça, où, comme par hasard, à l'école, il n'y aurait pas de violence, alors qu'il y a de la violence partout, tout autour. Comme par hasard, dans les stades, il n'y aurait pas de violence. Alors on se dit, ben voilà, on a le fantasme du carcéral. Donc on va entourer de barbelés, il y aura des gendarmes, il y aura des flics, il y aura de la police, il y aura des militaires, il y aura des contrôles de papier. Et puis cette violence, elle s'arrêtera à l'entrée des stades, et dans le stade, il n'y aura plus de violence, puisqu'on est dans la sublimation de la violence. Je ne crois pas que ça puisse fonctionner comme ça. Effectivement, l'époque est hystérique. Et donc, moi je suis toujours très étonné quand j'aperçois des choses à la télévision. Je suis un grand consommateur d'informations. Donc il y a toujours la partie sportive dans les informations. Et d'ailleurs, le dimanche soir, c'est pas compliqué. Toutes les informations nationales laissent la place aux informations sportives. C'est intéressant de savoir quel club de foot a je ne sais quoi. Et ce qui est toujours étonnant, c'est de voir le comportement de crétin fini de 9 fois sur 10 quand quelqu'un a marqué un but. C'est sidérant. Je dirais, il faudrait faire une anthologie des plans de ces gens qui mettent une vessie dans un truc sur un... Voilà, bon, ils ont mis un but, c'est bien, c'est important, ils ont gagné beaucoup d'argent, leur cote a monté, etc. Bon, c'est très bien, pour l'équipe c'est parfait, enfin je conçois très bien quand on joue ce jeu-là que ça puisse être important de marquer un but. Mais l'hystérie, des gens qui font des gestes infantiles, j'en ai vu un qui suçait son pouce, ils mettent leur maillot sur la tête, ils font voir leur biscotto, ils se roulent par terre, tout le monde se jette dessus, c'est une hystérie totale, on se dit, bon, du calme quand même, c'est bien, vous avez marqué un but, c'est très bien, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et on a parfois aussi, comme ça, dans d'autres sports, des gens qui poussent des cris limite sexuels au tennis quand ils envoient des balles. Et puis ça n'arrête pas comme ça passe un temps fou. Et il y a une espèce d'orgasme simulé. Et puis alors quand c'est fini et que c'est terminé, on se jette par terre, on balance la raquette, on regarde au ciel. Voilà. Ou des cyclistes qui grimpent chargés comme des mules d'un point de vue des substances illicites et qui arrivent au sommet d'un col et qui d'un seul coup font des signes au ciel, s'adressent au ciel et qui... voilà. Je me dis quand même, c'est singulier tout ça, c'est singulier. Alors il y a des sports plus hystériques que d'autres, il y a des gens plus hystériques que d'autres. Alors je comprends, il y a des gens qui ont investi des années pour une performance un jour donné, Jeux Olympiques ou je ne sais quoi, et on voit par exemple les touches au moment de l'escrime, par exemple, au moment des compétitions d'escrime, il y a des moments des touches, et d'un seul coup, on balance le casque en l'air, et puis on pousse des cris, et puis on reprend vite le truc, puis on recommence, et des espèces de décharges d'énergie comme ça, et puis de folie et d'hystérie, puis on recommence. Donc je me dis, effectivement, si on veut que la violence ne soit pas dans le stade, on aura du mal. Alors ça, c'est pour ceux qui pratiquent, il y a maintenant ceux qui regardent, et qui sont dans une espèce de... Alors bon, Gustave Le Bon a écrit tout ça très bien sur la psychologie des foules, en disant une foule, ça pense pas, une foule, c'est susceptible d'être informé au sens étymologique par le discours ou la sollicitation d'un seul, d'un individu, d'une figure qui est le tyran, la foule et la masse aspirent au dictateur, ou ce genre de choses. Freud pompe tout ça de manière considérable dans le moi, le ça, dans les pulsions, etc. Mais...
On sait très bien, effectivement, qu'il y a des identifications allégoriques ou symboliques, et que quand l'équipe de France joue contre l'équipe d'Algérie au football, ce sont pas 11 personnes qui jouent au foot, hein, c'est ça, 2 fois 11, d'un seul coup j'avais peur de dire une bêtise, mais 2 fois 11 personnes qui s'affrontent, mais que c'est l'histoire de France qui s'oppose à l'histoire d'Algérie, et que c'est aussi l'histoire contemporaine de la France et l'histoire contemporaine de l'Algérie qui s'affrontent, et que dans la logique Horace Curias, on a là une espèce de combat qui est presque le combat entre les fils et petits-fils de gens qui ont été colonisés en Algérie, et puis les fils et petits-fils des colons, ou éventuellement des gens qui ont été envoyés pour les entreprises de pacification, cette fameuse guerre d'Algérie, et on se dit, effectivement, le football compte pour peu. C'est une espèce de révélateur de l'état psychique dans lequel se trouvent des nations, par exemple, quand les gens s'opposent, ou des individus quand des individus s'opposent. Mais on ne fait plus aujourd'hui, quand on est dans l'international, l'économie du fait qu'un individu est une incarnation d'une nation. Alors bon, je veux bien que l'équipe de France de football soit composée de gens qui ne chantent pas la Marseillaise au moment où la Marseillaise est chantée, au moment où le drapeau français est levé, au moment où ils sont là, une équipe de France, et que ça ne les intéresse pas qu'ostensiblement, ils font bien voir qu'ils ont la bouche bien serrée, qu'ils ne chanteront pas l'hymne, etc. On voit bien que les enjeux débordent le sport. Et que, pour revenir à ce que je disais précédemment, c'est l'éthologie qui fait la loi. On est vraiment dans une logique éthologique, là. C'est le mal dominant avec le mal dominé qui veut montrer au mal dominant qu'il est susceptible lui aussi d'être dominant, et qui, comme les animaux, font un petit pipi, un petit caca pour délimiter un territoire. Et bien là, envoyer le ballon dans le filet, c'est l'équivalent de déposer un excrément, parce qu'on aura marqué le territoire de l'autre, on aura possédé l'autre. Voilà pourquoi on est dans une espèce de jouissance, voilà pourquoi on fait la roue, voilà pourquoi on parade, voilà pourquoi on gonfle des sacs comme ça, et que ce que font les sportifs qui viennent d'envoyer une balle dans un filet, eh bien, est assimilable au comportement des mâles dominants qui montrent qu'ils sont des mâles dominants par des gestes assez extravagants. Des singes font voir leur derrière tout rouge. Et bien, certains sportifs mettent le doigt dans la bouche de manière très régressive en faisant 3-4 fois le tour pendant qu'ils se font acclamer par le public. Alors il y a aussi probablement cette chose-là, l'idée que vous ayez des milliers de personnes qui, comme un seul homme, sont capables d'acclamer quelqu'un qui aura commis ce forfait, qui aura commis ce genre d'exploit extraordinaire d'avoir envoyé un ballon dans les filets. Et vous êtes devenu d'un seul coup le héros planétaire, le héros mondial. Et on sait très bien que quand vous avez une Coupe du Monde et que le monde entier regarde quelqu'un, eh bien, vous savez que votre pied est en train de faire l'actualité des 3/4 de la planète au moment où ça a lieu, au moment réel. Donc on comprend que ça puisse, chez des gens fragiles ou chez des gens hystérisés, générer des comportements qui, pour moi, relèvent plus du zoo que de l'humanité. On peut peut-être se demander si, de la même manière qu'une société peut être malade, est-ce que le stade, à cet égard, ne témoigne pas plus loin simplement que la considération de type pathologique, de manifestations de type, entre guillemets, fasciste. Et d'ailleurs, vous parlez du fascisme dans les stades, qui serait à la mesure du fascisme qui est à l'œuvre dans la société. Oui, le fascisme, entendons-le, comme Reich le nomme, enfin, quand il fait l'analyse dans Psychologie de masse du fascisme, il dit voilà, la foule, qui est une communauté d'individus séparés, elle se trouve constituée et informée au sens étymologique, c'est-à-dire on lui donne sa forme à partir d'un dictateur, à partir d'un homme qui est l'homme providentiel. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement des individus qui peuvent être divers et multiples, c'est-à-dire d'un gradin à l'autre, on peut avoir le patron et son employé, on peut avoir quelqu'un de très riche et quelqu'un de très pauvre, on peut avoir un homme de droite, un homme de gauche, éventuellement un homme d'extrême droite, un homme d'extrême gauche. Je crois savoir que Olivier Besancenot communie dans cette religion-là exactement de la même manière que Jean-Marie Le Pen sur le football ou ce genre de choses. Et d'un seul coup, toutes ces différences-là, elles disparaissent au profit d'une unité, et cette unité, elle est systématique, c'est-à-dire que vous avez un Thierry Henry, par exemple, qui fait un geste malheureux, et vous avez d'un seul coup tout le monde qui s'effondre, qui fait un geste heureux, et tout le monde qui se réjouit, qui fait éventuellement un geste malheureux dont on dit que c'est un geste heureux, la fameuse main, et vous avez tout le monde qui se réjouit, quelques-uns qui disent « Ah, bon, faut voir quand même ». Bon, enfin, ce geste-là est intéressant, je pense, pour faire une sociologie de notre époque. Mais
Évidemment, on a les stades qu'on mérite. Évidemment, dis-moi quel est ton stade et je te dirai qui tu es, pour une civilisation, pour une culture, pour une nation dans un moment donné, alors ça peut marcher pour un village ou pour un endroit. On sait très bien qu'entre Marseille, par exemple, et le PSG, le PSG, il n'empêche que voilà, il y a une sociologie tout à fait particulière et on sait quel village ça cristallise. Et on sait après que vous avez la France, puis après vous avez l'Europe, et puis après vous avez les Blancs, et puis après vous avez les pas Blancs, et puis etc. Donc tous ces jeux-là se font, engagent l'humanité tout entière, plus que l'humanité, puisque en gros on engage l'animalité de l'humanité. Et si fascisme il y a, c'est effectivement dans cette capacité à fondre dans un même creuset, dans un unique creuset, cette diversité qui tout le temps résiste, cette hétérodoxie qui tout le temps, ou cette hétérogénéité qui tout le temps résiste, pour faire enfin une communauté. Tout le monde est d'accord sur ce qu'est le beau geste, le bon geste, le mauvais geste, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur ce qui va nous réjouir, sur ce qui va nous désespérer. Donc effectivement, il y a une espèce d'allégorie du fascisme dans cette aventure, parce qu'il n'est plus question de penser, de réfléchir, de disposer d'un esprit critique. Et quand Thierry Henry met une main, alors on peut imaginer qu'il y a deux choses dans sa main. Il y a d'abord le hasard, qu'effectivement, il n'a pas cherché à faire une main, mais qu'au moment où le ballon lui arrive sur la main, il pousse un peu. C'est-à-dire qu'il y a un geste en deux temps. Moi, j'ai un peu vu comme tout le monde ce geste-là. On se dit, bon, il n'a pas cherché à faire une main, mais quand le ballon est arrivé sur sa main, il n'a pas cherché à enlever sa main, il a même accompagné le mouvement. Donc c'est complexe et intéressant en même temps, parce que tout le monde peut y trouver son compte en disant, elle est fortuite, cette main, et d'autres diront, ah non, elle est volontaire. Or, elle est fortuite et volontaire. Et l'idée qu'elle soit fortuite et volontaire permet à chacun d'y aller de son propre fantasme, en disant, il faut qu'on y aille, la fin justifie les moyens. Et on a l'épouse du président de la République, qui est quand même censée représenter le président de la République, les vertus de la République, théoriquement, qui nous dit « pas vu, pas pris ». On se dit extraordinaire, quoi. Effectivement, le chef de l'État ressemble à l'époque ressemble au chef de l'État. D'ailleurs, on n'est pas chef d'État dans une époque sans que l'époque y soit pour quelque chose. L'épouse du chef de l'État y ressemble aussi. On attend une réaction de Thierry Henry, qui attend d'avoir les réactions de tout le monde pour savoir ce qu'il va falloir dire. Et puis quand il a vu qu'il ne risquait pas de sanctions, et qu'il dit qu'il veut bien éventuellement que le match soit rejoué, parce qu'on lui a dit que le match ne serait pas rejoué, et qu'il pouvait dire ce genre de truc, parce que pour des raisons diplomatiques, il y a toute une leçon d'histoire dans la vérité d'une époque à partir de quelques gestes comme cela. Gestes de Zidane, héros positif, symbole de la réintégration ou de l'intégration, l'idée que c'est la France qui gagne, Black Blamber, etc. Enfin, tout le monde a entendu ce discours-là. Et puis, le jour où on porte les couleurs de la France, il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas très correct, probablement, nique ta mère, ta sœur est une pute, ou quelque chose comme on en entend régulièrement, probablement. Et d'un coup, paf, coup de boule. Dans le genre, la France, j'en ai rien à faire. Le sport, j'en ai rien à faire. L'idée que la France puisse gagner ou perdre avec ce geste, c'est pas mon problème. Il insulte ma mère. Donc, il y a ce geste, et d'un seul coup, la planète entière dit alors, faut le faire, faut pas le faire, c'est bien, c'est pas bien, héros positif, héros négatif. Moi, j'ai plein de copains qui le soir, après leur boulot, s'en vont entraîner les gamins sur les stades en essayant de les socialiser, en les calmant, en leur disant, mais nous, c'est des années de travail qui disparaissent. Ce héros positif, d'un seul coup, il montre qu'on peut faire ce genre de choses-là. Nous, on leur dit qu'il ne faut surtout pas faire ça. Et puis d'autres qui disent, oui, mais enfin, après tout, il s'est fait insulter. Après tout, sur un stade, on a le droit aussi de respecter les valeurs traditionnelles de sa famille, de sa culture, de sa civilisation. Donc, après tout, il a bien le droit. Et puis, on a bien le droit de sacrifier la totalité de l'humanité à ça, le fait que la France gagne ou perde, ou je ne sais quoi. Donc, tous ces gestes de sportifs, un coup de boule, une main fortuite qui devient une main volontaire ou ce genre de choses, sont autant d'occasions de penser l'époque, l'état de la civilisation dans lequel on se trouve. Et puis vous avez derrière tout ça des gens qui, eux, pourraient être la morale, ou faire la morale, et qui sont des gens dont on sait très bien qu'ils sont tenus par les puissances de l'argent, et que quand il y a des puissances d'argent, la morale n'a plus qu'à faire ses valises. Cette dimension reptilienne existe, bien sûr, mais de la même manière qu'il y a des passions tristes et des passions joyeuses, il y a peut-être l'existence de communautés d'enthousiasme. Et de ce point de vue-là, la communion des spectateurs, elle n'est pas forcément analysée en termes fascistes. Comme lorsque tout à l'heure, vous parliez du spectateur ou même du joueur qui implore le ciel. Est-ce que le spectacle, à ce moment-là, n'est pas un fait social total, au sens où en parle Marcel Mauss, qui inclut tout, y compris la sollicitation du surnaturel?
Oui, ça vous avez raison, hein. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on pourrait faire exactement la même remarque avec l'opéra, qui est le football d'une autre classe. Je dirais, on peut effectivement considérer qu'il y a spectacle. Ceci dit, dans le spectacle, tout n'est pas possible ou défendable. J'entends, moi, des chasseurs qui défendent la chasse. Je déteste la chasse. Enfin, je suis biophile. Et je trouve que l'idée qu'on puisse justifier les corridas, les chasses, et pourquoi pas du sport, tiens d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce ne serait pas du sport, la chasse? Après tout, on fait du tir, on fait de la marche, on ne considère pas qu'être chasseur, c'est être un sportif. Ou la corrida, c'est un sport, on ne le dit pas non plus. Ou le combat de coq, ce serait un sport aussi. Enfin bon, à méditer par ailleurs, mais je dirais, cette idée que la chasse, c'est pas le fait de tuer des animaux, c'est le fait de se retrouver avec les copains pour manger un coup de saucisson, boire un coup de rouge, se retrouver ensemble, c'est la nature, etc. Je me dis, mais arrêtez, vous n'avez pas besoin de tuer des animaux pour ça. Donnez-vous rendez-vous, et puis ouvrez votre bouteille de vin, et puis allez faire des sorties dans la nature, et pourquoi vous habiller comme des paramilitaires ou des militaires ou comme des gens qui vont faire la guerre ou je ne sais quoi. Pourquoi tout ça? Parce qu'après tout, on peut me faire l'avocat du diable en disant qu'un chasseur est un sportif. Il faut être habile, il faut être entraîné, il faut marcher, il faut savoir tirer, il faut passer la journée dehors, au grand air, il faut s'oxygéner, après tout, on pourrait tout à fait être dans ce genre de logique. Donc je pense que le spectacle n'est pas un prétexte suffisant. Et que le spectacle n'excuse pas tout. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse faire un spectacle comme on le fait à la télévision aujourd'hui en disant, après tout, la télé-réalité, on imagine même qu'on pourrait mettre en scène des véritables meurtres. À la télévision aujourd'hui, vous savez que ça a eu lieu véritablement, que des gens considéraient que finalement on pouvait mettre en scène des meurtres à la télévision pour obtenir des résultats d'audience et pour faire du spectacle. Je ne crois pas que le fait de faire du spectacle justifie tout. Et que tant qu'à faire un spectacle, eh bien, on peut aussi considérer que le spectacle est porteur de valeurs. Et que le spectacle qui était la tragédie grecque, par exemple, elle portait des valeurs. Et que le spectacle qui était Racine et Corneille, par exemple, portait des valeurs. Et que même le spectacle qui est Molière portait aussi d'autres valeurs. C'est-à-dire sous prétexte d'humour, de plaisanterie, d'ironie, de sarcasme à l'endroit du Tartuffe, à l'endroit du Don Juan, à l'endroit des femmes savantes, à l'endroit des précieuses ridicules ou ce genre de choses, c'était aussi l'occasion de porter des valeurs. Donc le spectacle ne justifie pas tout. Si l'époque est nihiliste, le spectacle de l'époque est un spectacle nihiliste, ça c'est sûr, mais on peut imaginer des moments où il se joue des choses dans le sport qui sont autant d'occasions de produire des valeurs, de générer des valeurs. Je vous renvoie au texte que vous connaissez de Barthes sur le Tour de France, où vous avez la présentation du Tour de France comme d'une espèce d'épopée, et où de fait, il y a une espèce de façon de penser tel ou tel sportif, comme le courageux, comme le type qui n'a pas de chance, ou comme le porteur d'eau, ou comme l'ami fidèle, ou comme, etc. Avec le jeu de figures, de personnages conceptuels, aurait dit Deleuze, de personnages conceptuels qui, dans le monde du cyclisme, représentent le courage, la fatalité, le ratage, etc., le Poulidor, Ternel Second, ce genre de choses. Et puis on joue cette espèce de tragédie, et on obtient, sur le principe cathartique de la Grèce antique, la production d'un beau spectacle dans lequel quelques valeurs auront été respectées. Il est normal que le bon triomphe, que le méchant perde, il est normal que le courageux gagne et que le feignant ne gagne pas, il est normal que, en gros, on attend ce genre de choses, comme on attend ça dans un western. Je pense qu'aujourd'hui, l'époque est nihiliste, le spectacle est nihiliste, que le spectacle sportif est un spectacle nihiliste parce qu'il n'y a pas de raison que le stade ou l'école ou quoi que ce soit d'autre échappe à la vérité du moment. Mais le spectacle, donc, vous le laissez entendre, peut devenir mythe. Il n'y a pas d'exclusion a priori entre le spectacle et le mythe. Et j'ai envie de vous demander aussi, et le champion, la figure du champion, l'exemplarité du champion, celui qu'on va imiter, est-ce qu'il est si éloigné que cela du rebelle, de cette figure du rebelle dont vous parlez ? Ça dépend du champion, c'est-à-dire que le champion aujourd'hui, c'est surtout quelqu'un qui, après avoir gagné une fois quelque chose d'important dans le tennis, par exemple, va faire carrière en inventant des danses des canards ou ce genre de choses, et quoi qu'il fasse, être la personnalité préférée des Français. Bon, c'est bien, je veux bien, mais il y a un film sur Gainsbourg qui vient de paraître, Gainsbourg, une vie héroïque. Je veux bien qu'il y ait une vie héroïque chez Gainsbourg qui brûlait des billets de 500 francs, non pas parce qu'il avait la haine de l'argent, mais parce qu'il avait la haine des impôts.
On oublie que le geste était là pour dire « regardez ce que me prennent les impôts, c'est dégueulasse ». Enfin bon, je veux dire, on a une conception de l'héroïsme aujourd'hui qui est assez singulière. Je veux dire, on voit des gens qui ont été des héros de la Coupe du Monde de football au siècle dernier et qui sont surtout des héros du Danone qui vous nettoie les intestins ou de l'assureur qui vous permet de partir en famille en toute sécurité. Je viens de voir récemment un ancien champion de Formule 1 qui défend une assurance pour automobile. Enfin, on les a tous vus. Tous ces sportifs de haut niveau, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui est très bien. Rendons-lui hommage, je ne connais pas ce monsieur, mais enfin, c'était Aimé Jacquet, qui a fait une publicité pour l'enseignement professionnel. J'ai trouvé ça élégant, même s'il a gagné de l'argent. J'ai trouvé très bien que cet homme, étant ce qu'il était, ait pu dire « je fais une publicité, celle-ci, parce que je crois à la nécessité de promouvoir l'enseignement professionnel ». Et puis plus rien du tout. Bon, des héros aujourd'hui qui sont surtout des héros de la publicité, des héros de la marque qui vendent des chaussures, des casquettes, des vélos, des voitures, des cendriers, des parapluies avec leur nom, qui ont une entreprise, qui font du business. C'est pas la conception que je me fais de l'héroïsme. Et dernière question, que vous inspire la devise olympique Situs, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort? C'est une devise, c'est-à-dire que par définition c'est une espèce de cache-sexe qui fait plaisir parce que ça permet de cacher la vérité de ce qui est, c'est liberté, égalité, fraternité, la République, etc. Et on se dit mais tout ça est très bien. On sait très bien que la République n'est pas très libertaire, qu'elle n'est pas très égalitaire, qu'elle n'est pas très fraternelle. On peut imaginer aussi que la devise olympique, elle n'est pas aussi vraie que ça dans ce qui a lieu. Alors qu'il y ait eu un idéal olympique, que cet idéal olympique, comme par hasard, soit d'un baron, Pierre de Coubertin, que ça naisse dans une époque où effectivement l'aristocratie disparaisse au profit de la naissance de la bourgeoisie, c'est-à-dire la fin d'un monde où il y avait des valeurs de la noblesse, où le sang bleu ça signifiait quelque chose, où effectivement il y avait un savant mélange de curés, de sportifs et de militaires pour la grandeur de la France, pour la grandeur de la nation, la grandeur de la patrie, la grandeur coloniale, la grandeur de l'Empire. Montrer que finalement les Blancs, chrétiens, civilisés, étaient capables, comme à l'époque d'Athènes et pas de Sparte, mais d'Athènes, ça a un sens de se réclamer d'Athènes et pas de Sparte dans cette aventure, était là pour montrer la vérité de l'olympisme dans lequel l'important ce serait de participer. Et vous vous dites, non, c'est pas vraiment exactement ce qui s'est passé. Et le temps passant, on s'aperçoit que dans l'olympisme, l'important n'est pas forcément d'aller plus haut, plus vite, plus loin, etc. Encore que, on peut imaginer que ce soit ce désir-là qui soit manifeste, alors que la vérité serait plutôt dans le fait qu'il faudrait aller vers la performance parce qu'elle serait susceptible d'amener des gens devant son téléviseur, parce qu'elle serait susceptible d'amener des sponsors devant le spectacle et l'idée qu'on peut faire beaucoup d'argent, et dans cette aventure, retoucher un maximum de gens pour écrire une histoire qui sera une histoire finalement dans laquelle il y aura beaucoup d'argent, il y aura beaucoup de compromissions, il y aura beaucoup de dopage, de choses cachées, il y aura beaucoup de genre de choses. La preuve, c'est que il suffit de regarder comment les Jeux olympiques et les Jeux para-olympiques sont cachés, sont honteux. Il y a des Jeux paralympiques, on dit mais on va les couvrir exactement de la même manière. Mon œil, j'aimerais qu'un sociologue puisse faire ce travail et montrer comment on couvre les Jeux olympiques prétendument dignes de ce nom, et puis les Jeux paralympiques. C'est-à-dire comment on ne fait pas voir des gens qui manquent une jambe, des gens qui n'ont pas d'yeux, des gens qui sont dans des chaises roulantes, des gens qui... Ça ne se fait pas voir, ça ne se vend pas, ça. C'est pas positif, c'est pas du héros moderne, ce sont des victimes, ce sont des gens qui ont été malades, qui ont été accidentés, ce sont des victimes de la vie, ce sont des gens qui sont amputés, qui sont fractionnés. La vérité du sport, elle est là. Elle est dans le fait que si vraiment la devise olympique était ce qu'elle dit, si vraiment le sport était ce qu'on nous dit, alors effectivement on n'aurait bien plus d'égard pour le sport pratiqué par les handicapés, qui est un sport qu'on cache. Moi je ne regarde pas les chaînes sportives, peut-être que sur les chaînes sportives on montre ce sport-là, mais dans les chaînes généralistes qui sont celles que je vois et dans lesquelles on voit le moindre détail des Jeux olympiques d'hiver, des Jeux olympiques d'été ou je ne sais quoi, on ne connaît pas le nom d'un personnage qui aurait gagné telle compétition, telle épreuve en étant handicapé. Donc je pense qu'il faut arrêter les grands discours de l'olympisme de Coubertin.
regarder la vérité des choses. Quand un corps n'est pas performant au top niveau comme il devrait l'être, c'est un corps qu'on cache, c'est un corps qu'on masque, c'est un corps qu'on ne veut pas voir. Parce que la domination du capitalisme avec le beau corps performant, huilé comme une machine, bien graissé, capable de faire des choses extraordinaires, c'est ce qui intéresse la foule. Et ce qui intéresse la foule, c'est pas que quelqu'un ait réussi après avoir été je sais pas quoi, accident de la route, perdu de jambes, de parvenir à faire des choses extraordinaires sur son terrain. Parce que là, pour le coup, c'est pas la performance qui importe. Peut-être que ces gens-là sont des vrais nominalistes. Peut-être que ce sont eux les inventeurs du sport nominaliste. Parce qu'ils se proposent à eux-mêmes quelque chose qu'ils obtiennent et qui est un challenge personnel, et que tout ce qui se passe à côté, dans le genre argent par argent, sponsor pas sponsor, médaille pas médaille, c'est pas ça qui est important. Peut-être que la vérité du sport est dans ces marges. Ces marges, c'est ces marges-là.